I would like to Monsieur Laszlo Beckett, c'est notre second orateur. Il s'agit d'un critique d'art qui est très renommé dans notre région. Il s'agit d'un expert de l'art classique. Au passé, il a été curateur de plusieurs expositions. Il a publié plusieurs livres sur l'art moderne. Il s'agit d'une personne qui a des relations très proches avec les artistes de notre région. À l'époque, il était le directeur de l'Institut artistique de l'Académie des arts hongroises. Il était aussi le directeur, le président de l'école des beaux-arts. Il était aussi le curateur des collections de la galerie hongroise. Merci. À vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à ce congrès et je dois vous dire que on m'a dit que je pourrais parler un maximum pendant 20 minutes. J'ai fait mon mieux pour raccourcir mon discours, pour entrer dans ce délai. Éventuellement, après, on pourrait compléter mon discours dans la discussion. Le second problème est tel que je ne peux pas vous présenter des photos ou des images parce que tout ce que j'ai voulu utiliser a été déjà utilisé par M. Piotr Piotrowski. L'intitulé de mon discours est suivant. Le trou noir sur le lieu blanc. Et maintenant, je ne voudrais pas répéter le sujet de ce congrès parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été formé pendant les 6 mois derniers. Donc, je voudrais maintenant identifier les lieux blancs dont l'intitulé parle. Je voudrais parler de la région de l'Europe centrale et notamment orientale, des cas concrets, parce que pour moi, le trou noir, c'est la critique d'art. La façon des propos ou le mode, la manière des propositions de la part des représentants de l'AICA, pour moi, représente une certaine blessure. Parce que je voudrais tout d'abord vous expliquer quelle a été la situation peut-être dans un contexte interdisciplinaire. Comment nous sommes liés avec l'AICA. Dans les pays socialistes, les critiques d'art ont dû faire ces études supérieures de l'histoire de l'art, où c'était des journalistes. Si on parle du journalisme de l'époque, il s'est agi des médias écrits. Les historiens d'art qui ont travaillé sur l'avant-garde n'étaient pas des critiques, plutôt des souteneurs des artistes. Parce que pour ces gens, l'art a présenté une certaine liberté, une certaine rébellion, une certaine opposition. Après 1966, après la révolution en Hongrie, les leaders du Parti socialiste n'ont permis qu'à certains critiques d'art officiels de devenir les pleins membres de l'AICA dans les années 80. La situation s'est améliorée un tout petit peu au sens que il y a eu des gens qui ont pu entrer dans l'organisation de l'AICA, mais qui n'ont pas
qui n'ont pas du tout été des réformistes. En ce qui concerne moi, j'ai participé quelquefois au congrès de l'AICA, par exemple en 1983 à Zagreb, 1973 à Zagreb. En même époque, à Zagreb, je préparais l'exposition de la sélection des avant-gardistes, des représentants de l'avant-garde de la Hongrie, mais j'avais si peur et à l'époque, ma hiérarchie a été présente aussi au sein de l'organisation AICA que j'ai donné à ce groupe des représentants de l'avant-garde la dénomination les anonymes. C'était assez intéressant parce qu'en Yougoslavie, il y avait à l'époque 5 ou 6 groupes anonymes, pareils comme chez nous en Hongrie. L'année dernière, je participais je suis allée visiter ce musée de l'art de l'avant-garde à Zagreb et j'ai pu comparer ces deux scènes. C'était très intéressant pour moi parce que j'ai laissé mes originaux chez moi, mais j'ai dit au musée que les copies de mes documents, de mes originaux provenant de cette période il y a 40 ans, finalement présentent les vrais originaux. Jusqu'à aujourd'hui, chaque session nationale de l'AICA a 100 ou une centaine de membres, de leaders. Et à présent, en total, l'AICA a quelque chose comme 4000 membres critiques de 72 pays. On l'a dit ce matin, je ne sais pas exactement le nombre de pays, mais plus ou moins une soixantaine. C'est une structure identique aux structures des autres organisations CIHA, de l'Institut de recherche pour l'art ou ICON, et d'autres organisations comme IKG, IKT, International Kunst, et d'autres organisations pareilles, par exemple comme la Biennale de Venise. Donc il y a des organisations aussi qui coopèrent, où il y a des membres individuels, et il y a aussi des tensions, souvent des conflits entre l'Est et l'Ouest, et ainsi qu'entre les acteurs officieux et non officieux des 5 pays, des pays. C'est un système qui s'est élargi dans le monde entier. L'année dernière, au congrès de Nuremberg, il y avait eu aussi des documents sur des événements, sur 2 événements qui ont été organisés parallèlement. Il y avait M. Belting avec ses théories, des théories qui, sur la fin de l'histoire de l'art. Et il y avait eu plusieurs exemples aussi de art chinois, de la conception chinoise de ce dilemme, etc. Et en ce qui concerne le positivisme dans le 19e siècle et dans l'histoire de l'art, il y a des idéologies qui partent de ces bases. Et là, on a l'impression que dans l'Antiquité, on trouve les racines de l'art européen. Et puis, il y a les diramations baroques ou les diramations d'autres types qui sont les parties vraies de l'art contemporain. Et André Hart, par exemple, il a fait des peintures de paysages ou d'autres éléments
Et on voit aussi des lignes phylogénétiques sur l'empreinte des théories de Darwin. Donc on peut parler aussi là des métaphores des lieux blancs et des trous noirs, toujours en partant à travers des terminologies, des métaphores de la flore, de la faune, de la science et aussi de la génétique, si on veut, de l'information, de la technologie de l'information, des sciences naturelles, etc. Il s'agit d'une nomenclature, d'une terminologie qui pénètre dans l'art aussi, dans la culture, et puis en termes d'histoire de l'art en soi-même, dans le 19e siècle, on a une forte influence positiviste à partir des sciences naturelles. On a une forte influence dans l'anthropologie culturelle, des études culturelles, de ce qu'on appelle en allemand la Biowissenschaft, la déconstruction, la anatomie, les aspects de genre et toutes les nouvelles influences qui opèrent et qui pénètrent dans l'histoire de l'art et dans la critique de l'art. Donc, c'est aussi les histoires de l'humanisme, c'est aussi d'autres branches de la science. Et on a aussi des conceptions du point de vue linguistique, comme réaction contre les conditions qui s'étaient créées. Donc, ces nouvelles approches, soit à un niveau individuel, soit à un niveau commun, substitue, remplace la vraie science de l'art. Donc cela est aussi un lieu blanc, si on peut l'appeler comme ça, une artologie générale qui est aussi une science philosophique, entre guillemets, pour toutes les autres branches de la science. Il ne faut même pas oublier la conception ésotérique de trou noir et de lieu blanc. Le lieu blanc sur la map souvent signifie une région qui n'est pas connue, qui doit être explorée. Donc, un point concret, un lieu concret, comme peut être aussi le triangle des Bermuda. Et alors que le trou noir est quelque chose qui vous attire à l'intérieur, c'est quelque chose de mystique qui ne vous laisse pas sortir. C'est quelque chose comme les sirènes de Ulysse. C'est donc quelque chose, c'est un lieu qui nous attire, qui nous invite à entrer dedans. Et on le voit par exemple dans le triangle blanc de Malevich. C'est une représentation de quelque chose de pareil, d'une conception pareille. Et aussi, Elish Kapoor a élaboré un ouvrage pareil qui s'appelle Trou noir, exactement. Donc le trou noir nous montre qu'il y a des connotations infinies. On peut le regarder de plusieurs perspectives, de plusieurs points de vue. Et le mot white place, en anglais, peut-être il faudrait dire white spot, parce qu'après, si on traduit ce terme, il peut y avoir des équivoques. Donc, il s'agit d'un endroit blanc, avec des frontières, avec des limites. Les limites, souvent, ne sont pas exactement définies. Il y a eu plusieurs conférences qui se sont occupées des frontières. Par exemple, on a eu une conférence comme ça aussi à Bratislava ou à Zagreb. Et il y a eu aussi des questions cartographiques, de balisage, de contextualisation des expositions. Et là, les avant-gardes se sont occupés d'explorer les nouvelles frontières, les nouveaux territoires, de regarder, d'explorer les nouveaux rapports entre le centre et la périphérie. Il y a des projets aussi de nature géométrique qui apparaissent toujours plus souvent dans l'art. Souvent, on parle du focus, d'une concentration, d'un horizon du point de vue de la perspective. Le lieu blanc s'ouvre. Par exemple, même en ce qui concerne les jeux de langue, le jeu de mots. Par exemple, le mot Maler, en allemand, peintre, dérive de la racine mal. Mal signifie en allemand caractéristique ou conserver une caractéristique, c'est-à-dire laisser quelque chose d'après soi-même, par exemple un monument. Mais ça peut signifier aussi un endroit, une place, un lieu. Et ma
peut signifier quelque chose comme un endroit blanc. Mais est-ce que l'endroit blanc, le lieu blanc, a des frontières, a des limites? Si on regarde les méthodiques, les critiques de l'histoire de l'art, on regarde que d'un côté, il y a des métaphores, mais de l'autre côté, il y a aussi des jeux de mots avec les différentes langues. Donc, souvent, il est difficile d'interpréter les phénomènes dans l'histoire de l'art. Si on regarde aussi les méthodes psychologiques, hein, il y a aussi une hiérarchie. euh, le super-ego, l'imagination collective. Donc là aussi, il y a la métaphore du lieu blanc qui est orientée vers le bas dans le procès de la construction temporelle. Et maintenant, le trou noir, la métaphore du trou noir. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? On peut dire que le trou noir est une théorie, dérive d'une théorie qui concerne l'espace et le temps. Quand vous entrez dans un trou noir, vous le voyez de l'autre côté, et si ce côté existe, vous voyez le passé. Donc ça, c'est l'aspect temporel. Donc il est possible de voyager dans le temps, dans le passé, il est très important. Et en ce qui concerne la rapidité, la vitesse de la lumière, quand la lumière arrive d'une étoile à une étoile, on mesure ça en années-lumière. Et aussi en termes d'énergie, l'énergie qui est connectée à chaque œuvre artistique, parce que les œuvres, elles ont toutes leur histoire. Et quand on veut pénétrer dans des œuvres, on veut qu'il y ait aussi des nouvelles significations, des univers infinis à l'intérieur. Comme dans l'ouvrage de Goethe, le Faust, chaque pièce de théâtre, chaque photographie, chaque image est comme si le temps se arrêtait. Tibor Ayash aussi nous a montré ça. Il s'est occupé dans ses œuvres, dans ses performances, et il s'occupe de ce rapport entre le moment actuel et l'éternité. Donc l'histoire est une science de mémoire collective. Et on peut prendre aussi l'exemple de Thomas Mann. Là, il y a des problèmes de traduction de l'hongrois. Moi, je traduis cette première phrase en hongrois, mais en anglais, elle n'est pas trop bien traduite. Mais il s'agit d'une phrase significative où on parle des trous noirs et on dit est-ce qu'il y a un trou noir où on ne peut pas où on peut tomber et disparaître définitivement, devenir le néant, rien, du point de vue temporel, du point de vue de l'espace? Dans l'histoire de l'art, on peut déduire une sorte de positionnement dans le temps, dans l'espace, d'un ouvrage concret, d'un auteur concret. Et cette approche dans l'histoire de l'art d'aujourd'hui nous fait poser une question. Est-ce qu'il est possible de se libérer de cette histoire? Est-ce qu'il est possible de se libérer du passé, de le mettre à côté, de l'éliminer? En Hongrie, par exemple, dans d'autres pays ex-communistes, il s'agit d'une question très importante, essentielle, parce que on se demande si les actes qui ont été émanés à l'époque par le ministère de la Culture et que le ministère considère secret, s'il faut vraiment la peine de le laisser secret pour la sécurité nationale, s'il est mieux de le publier, par exemple. Ça, c'est des questions très importantes que tout le monde se pose en Hongrie. C'était comme ça même à l'époque du régime socialiste. Et il y avait un problème connecté, un problème en relation avec le tabou, avec le secret. Et encore une fois, on arrive aux endroits, aux lieux blancs et aux trous noirs. Et là aussi, on a des trous blancs. Qu'est-ce que c'est un trou blanc? C'est le contraire d'un trou noir. Un objet secret, caché dans la terre ou dans un terrain ou
quelque part. Et par exemple, dans l'œuvre de Lévite, un carré blanc sur le fond noir, ou le contraire, un carré noir sur le fond blanc, des peintures, les peintures monochromatiques de Adrian Arte, ou les ouvrages aussi de Barbara Naidier, les peintures noires, les miroirs miraculeux, les miroirs noirs miraculeux de cet artiste hongrois. On le voit aussi dans les œuvres de Richard Smith, dans ses œuvres en général. On le voit aussi en Zsuzsa Farkas, dans Joseph Beuys aussi, Miklos Erdős. Et je peux citer aussi d'autres artistes qui ont exploité l'image du trou noir à travers la couleur blanche et la couleur noire. L'infiltration du noir, mais aussi la lumière qui n'arrive pas à s'infiltrer, à pénétrer dans l'espace. Et c'est des artistes, c'est des œuvres d'art qui ont une thématique concrète. La thématique du noir et du blanc. On le voit aussi dans Christoph Asben, un autre artiste hongrois qui vit à Paris. Son manifesto fusionniste. Maintenant, je pourrais suivre dans mes jeux de mots. La réalité de ma participation ici bouge avec les tabous. Finalement, les lieux blancs, c'est là où la nation est en tabou. J'ai déjà mentionné le dilemme entre l'art mondial, l'art local. Piotr Piatowski est en polonais et dit qu'à l'époque de la mondialisation, nous devons la réalité post-communiste dans ces pays, dans cette région, nous devons le prendre en considération. Par exemple, les artistes de Moldavie actuellement travaillent à Chisinau, ou prépare à Chisinau le colloque sur le post-modernisme. Et nous, ici, à Košice, dans la seconde plus grande ville en Slovaquie, dans la ville qui se trouve sur le territoire de l'ex-monarchie austro-hongroise. Il s'agit cette année d'une grande ville de la culture, vue sa prime. Nous avons ici des amis, des artistes qui sont venus des autres parties du monde. Finalement, il s'agit d'une espace blanche qui est plein de trous blancs et noirs. La problématique taboue concernant la nation, le post-colonialisme, tout cela est lié avec le concept de post-structuralisation qui est représenté par le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel national, au niveau européen, au niveau mondial, tout cela englobe les trésors artistiques qu'on peut toucher ou pas, tangibles ou intangibles. En Hongrie, ce sont par exemple les symboles de la nation, la tricolore et notre blason, le blason national. Notre loi de base, notre constitution qui vient de l'année 2012, d'après cette constitution, d'après les lois, nous pouvons décider quel objet ou quelle partie pourrait devenir une partie intégrante de cette hiérarchie triangulaire des trésors hongrois. Donc, tout
ce qui est accepté par la nation, tout ce qui est partie intégrante de notre patrimoine traditionnel, les objets, la couronne de Saint Stéphane ou éventuellement le groupe de football de M. Puskás, qui est légendaire en Hongrie. Tout cela fait partie intégrante de cette pyramide des valeurs nationales qui est enracinée dans notre loi clé, dans notre constitution. C'est une spécificité de la Hongrie que vous pouvez trouver à Budapest. C'est aussi, par exemple, le bâtiment du Parlement, Hortobágy, les institutions traditionnelles qui font aussi partie de cette pyramide, les danses folkloriques, les repas folkloriques, Korczok ou le vin Tokaj. Tout cela fait partie de cela. Tous ceux qui sont ici présents savent bien que le vin Tokaj est hongrois, mais après de longues discussions et après des discussions à Bruxelles, Bruxelles a offert cette possibilité de produire le vin Tokaj sur le territoire slovaque ainsi que hongrois. C'était le résultat d'un grand accord. C'est comme Picasso quand il est entré à Canon, et aussi les particuliers, les scientifiques, les œuvres d'art, les coutumes, tout cela présente une partie intégrante de cette pyramide des valeurs. C'est finalement la notion qui qui est une traduction littérale de cette pyramide des valeurs. C'est une marque hongroise, mais qui est utilisée peut-être de façon plus libérale aussi dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Il faudrait peut-être vous présenter tout cela ou dans mes photos, mais je vais vous montrer les livres y concernant ça. Par exemple, c'est un Hungarica, les photos merveilleuses de Csíkos Gulász, de Bartóbéla, etc., etc. In addition, I have some smaller pieces. J'ai des exemplaires qui sont un peu plus petits de ce qui veut dire Hungarikami. C'est un jeu pour les enfants. Le chat Garfield, par exemple, un autre jeu. C'est le jeu pour que les enfants comprennent ces valeurs hongroises. Ça, c'est ton yogourt hongrois avec la tricolore hongroise. Et puis un autre produit, un bulletin, en dépliant avec la tricolore hongroise. Il s'agit des briques de marque Barabash. Donc, il s'agit du produit à 100% hongrois. Mais ici, vous pouvez trouver aussi la publication en livre slovaque pour ne pas montrer que des livres ou des objets hongrois. Pourquoi je parle de tout cela? Parce que je sais qu'on pourrait parler de tous ces objets pendant des heures et des heures. En juin, j'ai participé à une conférence concernant ce système. Nous avons produit le statut concernant les produits hongrois avec la marque HP, Hungary Product. Il y a des normes exactes. Par exemple, le produit hongrois est produit sur le territoire hongrois avec les aliments ou avec les matériaux hongrois à 100%. Après, le produit hongrois doit être produit au minimum à 50% de matière hongroise. Et troisièmement, si les matières ont été importées pour produire les produits sur le territoire hongrois, ceux qui ont le chiffre d'affaires plus de
100 millions de forints, ils ont la possibilité de s'acheter cette marque HP pour que cette marque HP pourrait rester sur l'emballage de leurs produits, même si les matières ne sont pas hongroises. À Budapest, les commerces avec le tabac sont réglés, sont couverts par l'État. Il y a des normes spécifiques parce que chaque pays de notre région post-soviétique essaye de faire face à des problèmes nés par le système, par le régime capitaliste. Je pense qu'il faut utiliser la même approche aussi envers les œuvres d'art, la même approche qu'on utilise envers les produits made in Chine. Il faut utiliser cette approche aussi envers les œuvres d'art. Ce système des produits hongrois est né dans le domaine d'agroalimentaire, dans le domaine gastronomique. Mais pourquoi ne pas répandre ce système aussi sur le domaine de l'art? Si on a par exemple les matériaux étrangers, américains, français, pourquoi ne pas mettre sur ces produits cette marque Made in USA? Et de cette façon, cet artiste pourrait être perçu comme une certaine icône, comme une certaine marque. Et de cette façon, on pourrait éviter la situation où la culture redevient le lieu blanc. Christiane, en tant qu'artiste, vous êtes une certaine marque. L'Internet a changé le pouvoir d'achat des musées, des maisons de publication, des artistes. C'est la phrase que je trouvais à LinkedIn dans le réseau des artistes à Telejožev. Le poète hongrois parle de la situation, de la position des artistes, des peintres dans les années 30. Donc, de nouveau, le nom de ce poète devient une marque. Les droits de propriété, le copyright, etc. Mais c'est déjà un autre chapitre. Thank you, Professor Becke, Merci, monsieur le professeur Becke, pour votre analyse très intéressante de certains thèmes de notre congrès. Et en même temps, vous avez parlé aussi de nouvelles méthodes dans l'Europe de l'Est, même si il y avait des choses qui font rire et des choses qui font pleurer. Et bon, on a le temps maintenant pour quelques questions du public. Je vous en prie, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Monsieur Becke. Je parlais de Arajdi dans mon discours. Vous avez parlé de Arajdi, ok, dans votre discours. Et pouvez-vous montrer un peu mieux la prison de velours que vous avez mentionnée? Vous avez mentionné cette prison de velours. Est-ce que... Oui, je vous raconte une anecdote. Miklos Arajdi est aussi mon ami. Il est aussi mon ami. Et moi, j'ai écrit un livre sur l'histoire de l'art. Un livre sur l'histoire de l'art en Hongrie. Et à présent, si je ne me trompe pas, il y a déjà la 26e édition de ce livre. Et le motto, le slogan de ce livre est « Avec cette peinture,
le peintre veut dire ou veut s'exprimer, veut exprimer aux étudiants les choses suivantes. 2 points. Mais il ne l'a pas dit, il a fait la peinture. Il a peint. Donc, Miklós Arajdi dit ça aussi qu'en 27 ans, personne n'a demandé pourquoi dans ce livre il y a le monogramme HM. J'ai vu qu'il y avait une citation de Arajdi, toujours dans cet ouvrage. Arajdi, il était un artiste d'opposition à son époque, et il a dit, si moi j'écrivais mon nom complet, personne ne l'aurait publié. C'est pour ça que j'ai écrit l'acronyme, j'ai écrit seulement mes initiales, HM, pour éviter des problèmes avec la publication. Et vous voyez que là, il y a un certain problème. Arajdi décrivait déjà à l'époque une certaine corruption dans la production des aspects de la vie sociale et intellectuelle en Hongrie. Et je pense que aujourd'hui, on a toujours certains problèmes avec la corruption, et Arajdi le pense toujours, même si les formes sont changées par rapport à l'époque du socialisme, même si aujourd'hui il n'est pas apparent comme dans le passé, mais on doit toujours combattre contre ce système, contre la corruption d'une certaine partie du système, et c'est pour ça que je parle toujours en métaphore de lieu blanc et de trou noir, parce que c'est toujours des choses qui peuvent être explorées et retrouvées. Okay. Can I come first now? Ok, est-ce que je peux parler maintenant au microphone, ça marche? Oui. Ok, je veux dire seulement ces conclusions après les premiers discours, que le centre de l'art est toujours là où il y a la plus grande liberté pour l'art, où il y a le plus de liberté contre la corruption, contre le nationalisme, mais aussi les influences de la religion pas correcte. L'art échappe des régimes totalitaires, échappe des trous noirs, de ces trous noirs, et va se réfugier dans des lieux blancs. Si vous voulez que je fasse des commentaires, je peux le faire. Donc je peux dire que vous avez très bien décrit et résumé tout ce que je voulais dire. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être que aussi le terme, si je peux revenir aussi à la discussion initiale avec Marek, l'argument, le terme de Arajdi est aussi très intéressant. Prison de velours. Hein. Il s'agit aussi d'un contraste entre deux conceptions différentes. En termes très concrets, ça exprime, comme Marek a dit tout à l'heure, il ne faut pas toujours parler de communisme parce qu'il ne s'agit pas véritablement de communisme, mais d'un socialisme non réussi, d'un socialisme imparfait. Et il était un système qui ne marchait pas. Il était un système qui ne permettait pas de vivre librement et qui ne fonctionnait pas bien. Et quand on parle donc de prison de velours, d'emprisonnement dans une prison de velours, c'est comme si les gens ne sont pas libres, mais sont relativement contents, sont relativement satisfaits. Dans ce livre, je me souviens aussi quand j'étais pour la première fois à Budapest, quand je me suis rencontré pour la première fois avec Laszlo, j'étais très surpris. J'étais très surpris parce que lui, il m'a parlé de Arajdi, mais
ce n'était pas vraiment une prison. La Hongrie, ce n'était pas vraiment une véritable prison. Peut-être la Pologne et la Yougoslavie, c'était une prison beaucoup plus stricte, un peu moins stricte, où il y avait un peu moins de liberté. Mais en Hongrie, j'ai vu que la situation n'était pas vraiment commode, n'était pas vraiment confortable. Les artistes ne pouvaient pas s'exprimer librement, ne pouvaient pas exposer librement ou faire des citations à leur plaisir. Donc si cet auteur a utilisé cette définition à l'époque comme prison de velours, alors d'après moi, ce n'était pas vraiment une définition complètement adéquate. Thank you, Piotr. Merci beaucoup, Piotr. You know, that is our always Vous savez, discussions from the 70s. Vous savez qu'il y a toujours des discussions sur les années 70, ce qui était mieux, ce qui était pire, ce qui était réel, ce qui n'était pas réel. Et moi, j'utiliserai une nouvelle métaphore. J'ai inventé une nouvelle métaphore. C'est la profondeur infinie de l'histoire, et nous sommes une partie, une pièce de l'histoire. Et nous avons aussi le rôle de excaver, de reprendre les choses qui sont ensevelies dans la terre. Et souvent, on retrouve des copies. Souvent, on retrouve des originaux, mais souvent, on retrouve aussi des éléments falsifiés. Et en Hongrie, mais même dans d'autres pays, il y a une grande partie des historiens de l'art qui sont intéressés exclusivement à ce qui se trouve dans les archives secrètes de l'ancienne police secrète du pays, pour voir qui était un espion, qui était un agent il y a 30 ans. Donc il y a beaucoup d'historiens qui sont intéressés seulement à ça, de clarifier l'histoire, de mettre les choses au clair, de découvrir les véritables coupables. Par exemple, je vous parle d'un épisode récent. Il y avait deux personnes qui avaient plus ou moins 50 ans. Elles étaient assises dans une galerie progressive à Budapest, et un de mes étudiants, une doctorante, qui organisait l'exposition, nous a dit un de ces deux personnes était un agent et l'autre était suivi par cet agent. Et les deux hommes ont commencé à raconter des histoires du passé, et tous les deux ont dit la même chose, que dans cette situation-là, je pouvais faire rien d'autre. Et puis un jeune homme a demandé, mais comment ça pouvait être possible? Pourquoi nous ne savons rien? Et c'est pour ça que je posais la question, mais pourquoi vous voulez le savoir? Pourquoi vous êtes intéressé à ça? Pourquoi vous avez cet intérêt de découvrir ça? Il y a des choses auxquelles on ne peut pas donner des réponses. Des fois, on ne peut pas trop presser notre histoire sur les gens, sur les jeunes, pour revenir à des trous noirs qui sont existés dans le passé, mais d'une certaine façon, il faudrait aussi la laisser un peu dans l'innocence. Donc, il existe une excuse pour nous, pour les critiques de l'art, et c'est de travailler et continuer à travailler. Mais une véritable réponse n'existe pas à ces questions, au moins selon moi. Okay, yes. Maybe a remark or a comment.
Si vous permettez, juste une remarque concernant le discours de mon collègue de Norvège. Monsieur Becquet, vous étiez 100% d'accord. Donc, de toutes ces définitions de l'art, nous avons entendu de dire que l'art n'est pas lié avec la corruption. Nous avons un exemple de chez nous. Il y a un monsieur qui était hiérarchiquement très haut pendant l'ancien régime et tous les propriétaires de ces œuvres étaient des grandes entreprises qui ont payé des décuples des prix des œuvres d'art, soit sur le marché libre, soit dans les musées. Mais après, le régime a changé, la Slovaquie est devenue indépendante et cet artiste a complètement changé sa position. Il a commencé à faire des tableaux complètement différents, par exemple la crucifixion, etc. Il a commencé à parler de ces tortures pendant le régime communiste, etc. Il a commencé à travailler dans le cadre du modernisme catholique. Je pense que c'est un exemple parfait d'un artiste corrompu dans le domaine de l'art. Donc, ce type de comportement, on peut l'appeler l'art. Vous savez bien que nous avons très peu d'artistes. Et puis, je vais vous dire un autre exemple concernant l'histoire d'art. Velázquez est venu au cours espagnol. Il y avait un peintre très vieux qui travaillait depuis des années. Et il a dit aux jeunes, yo soy el pintor de los reyes, ce qui veut dire je suis peintre des rois. Et Velázquez lui a répliqué, yo soy el rey de los pintores, ce qui veut dire je suis le roi des peintres. Donc la réplique était telle. Le vieux peintre servait au roi pendant des années, mais il n'est jamais devenu